Moi, je m'étais toujours dit, si j'arrête avec Marina, j'arrête. Bon, mais on me proposait une Marina, alors. Je suis un éternel étudiant de la vie. The lifting partner and the lifted partner. Et en anglais, c'est non-genré. C'est jamais précisé nulle part que c'est le garçon qui doit porter la fille. Moi, je savais pas tout ça. C'est génial. Sans les parents, on peut pas faire du sport en France. Sans Marina, j'aurais jamais gagné. Elle, sans moi, elle aurait jamais gagné. J'ai découvert en 99, quand on est vice-champion du monde, la raison la plus puissante pour laquelle je faisais ce sport. Et grâce à elle, j'ai appris l'importance de gagner. J'en ai marre. Je suis fatigué, c'était mieux au championnat d'Europe. Ça ne peut pas durer comme ça. Les athlètes médaillés puissent avoir un vrai accueil de sportifs. J'adorais les Jeux Olympiques et elles étaient gâchées par une fin en queue de poisson. J'ai prié Allah, j'ai prié la Sainte Vierge, j'ai prié Jésus-Christ, j'ai prié Bouddha, j'ai prié le dieu des chaussettes vertes. Lyonnais d'origine, il a été 6 fois champion de France, 2 fois champion d'Europe, 1 fois du monde et médaillé d'or aux Jeux Olympiques d'hiver de Salt Lake City en 2002. En 2004, il réussit sa reconversion et devient chef d'entreprise d'une société de conseil en mise en conformité des installations sportives. Fort de son parcours de sportif de haut niveau et ayant toujours l'envie de se dépasser, il a participé à l'émission Koh-Lanta, le choc des héros en 2010, à The Island Célébrité en 2018 et relève régulièrement des défis de sport extrême. Salut Gwendal! Salut! Comment vas-tu? Ça va super bien, très heureux d'être avec toi. Je suis très contente de te recevoir sur cette page YouTube, sur cette nouvelle page que je lance. C'est mon premier invité, donc merci de me faire confiance. Quel honneur, je suis très flatté d'être celui qui inaugure cette série. Alors, on va juste retracer un petit peu ton parcours pour savoir qui tu es. Alors Gwendal, tu as été multiple champion de France, d'Europe, du monde, et puis finalement en 2002, c'est la consécration avec le titre olympique à Salt Lake City avec Marina Anissina. Suite à ça, tu prends ta retraite juste après les Jeux, tu ouvres ta société. Retraite en compétition. Retraite de compétition, absolument. Ta retraite de compétition. Tu ouvres une société de conseil de mise en conformité des installations sportives. Du contrôle, ouais. Contrôle des équipements sportifs. En 2010, tu décides de t'engager en politique. Ouais, vice-président au sport de la région Rhône-Alpes, ouais. Voilà, le sport comme outil de mixité, de développement social, c'était tes idées de développer l'image de la région et d'encourager l'entrepreneuriat. On te voit également dans plusieurs émissions de télé-réalité comme Koh-Lanta, Le meilleur pâtissier célébrité, Ice Show, et puis dernièrement, t'en as fait pas mal, des Ninja Warriors. Ouais, 3 Ninja Warriors, effectivement. Ouais. Ça t'a bien plu? Ouais, ça m'a bien plu. J'ai fait The Island aussi dans les émissions. The Island, exactement. Tu reçois également l'Ordre national du mérite et la Légion d'honneur. Ah oui, des mains de Jacques Chirac, les deux. Aujourd'hui, ta passion, c'est la musique. Donc ça, on y reviendra un petit peu plus dans l'échange. J'ai envie de te dire, t'as pas chômé ces dernières années. Non, oui. Alors, c'est vrai que j'ai fait d'autres choses même. Hein. J'ai fait des expéditions en montagne. J'ai fait des raids en moto. Des expéditions en montagne. J'ai fait des sommets de plus de 7000 mètres d'altitude. C'était des très belles expériences aussi, ça. Et pendant que je créais ma société et que j'ai développé la société, qui aujourd'hui a une 40aine de salariés, et on est leader du contrôle des équipements sportifs en France. En parallèle, je continue à faire des galas avec Marina. On a fait des galas jusqu'en 2018, quand même. Notre dernière tournée au Japon, c'est 2018 pour fêter les 20 ans des Jeux Olympiques à Nagano, où on avait eu la médaille de bronze avant Salt Lake. Donc effectivement, j'avais oublié des choses. Et j'en suis à mon 2e album en musique. Quand même, depuis 2002, depuis Salt Lake City, ma devise, c'est toujours en vacances, jamais un jour sans bosser. J'adore. Voilà. T'es toujours passionné, en fait. Oui, puis il y a tellement de choses à faire. Quand on est bloqué dans la compétition, dans le travail pour obtenir des résultats comme le titre olympique, on est dans un couloir, on n'a pas le temps de faire grand-chose d'autre, même si, malgré ça, et aux grandes dames de Marina, je continue à faire du piano. J'ai commencé le piano à 8 ans, la même année où j'ai commencé à faire de la compétition de danse sur glace. Et j'ai continué à faire mes études puisque je suis diplômé de Subdeco Lyon, le M Lyon, l'année où on est champion olympique. Donc j'ai quand même fait toujours... En fait, je fais toujours deux choses à la fois. Et là où certains pourraient penser que ce que je fais à côté, c'est un hobby ou de la détente, et ben en fait, c'était un peu le cas. Quand je faisais des études, c'était une façon de me détendre
et d'oublier un peu le sport, la D'accord. pression de compétition. Donc quand j'allais sur le banc de l'EM, c'était beaucoup plus détendu. Mais ça m'a permis de créer ma société derrière. La société est devenue plus importante et plus la base de ce que je devais faire pour gagner ma vie. Mais je continuais à faire des galas à côté. Et donc les galas et le patinage, cette fois-ci, étaient la partie pour se détendre du stress du bureau. Mais moi, ce que je Tu vois, vois? c'est que tu as quand même besoin en permanence de nourrir ton intellect, ton corps, à jouer en fait sur ces deux tableaux. Est-ce que je me trompe? C'est ma deuxième devise. Donc, toujours en vacances, jamais un jour sans bosser. Et puis, éternel étudiant. Je suis un éternel étudiant de la vie. Toujours apprendre sur soi, investir sur soi, apprendre sur les autres, apprendre sur les relations, apprendre des nouvelles choses, des nouveaux... J'aime bien l'art, hein, évidemment, et la création. Je suis sur la finalisation qui prend un peu de temps, d'ailleurs. Ça fait un moment que j'ai commencé à l'écrire. De la finalisation d'un roman aussi, d'un roman pour enfants que j'ai écrit. Oui, t'aimes bien toucher un petit peu à tout comme ça, en fait. Hein. Oui, T'es curieux. Beaucoup de curiosité. Et puis alors, j'aime beaucoup la création et l'excitation des débuts de projet. J'avoue que je suis pas forcément le meilleur des finishers. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de chance dans ma carrière de finir avec une médaille olympique. Non, avec un titre. Surtout d'être en couple. Ah, surtout d'être en couple. Parce que si moi, mon énergie, elle était au plus haut et au max en début de projet, en création et sur l'entraînement, l'énergie de Marina, elle était toujours à son max au moment de la finalisation. Là où moi, c'est naturellement ce qui pêche un peu. J'aime pas les fins. T'aimes pas les fins, t'aimes pas que ça se termine. Bon alors justement, on va aller dans le commencement. La première question que j'ai envie de te donner, et surtout je pense que je donnerai à tous mes invités, c'est est-ce que tu vas bien aujourd'hui ? Là, maintenant, tout de suite. Là, on ne peut faire mieux. C'est vrai. C'est au top, tout va bien, il y a plein de projets. J'ai des choses intéressantes qui se passent au niveau de mon boulot, des choses intéressantes qui se passent au niveau de la famille avec mes filles, des choses intéressantes au niveau relationnel, des choses intéressantes. On va voir tout ça. Je patiente du coup. des choses intéressantes au niveau de la création, au niveau de la musique. Alors, 2023 a été quand même une année où j'ai eu l'impression que beaucoup de choses étaient un peu bloquées, où j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup d'immobilisme sur 2023. Sur beaucoup de personnes. Je suis quelqu'un de très patient, mais ça a eu tendance à me chatouiller un peu, à me dire purée, il n'y a rien qui veut bouger, quoi. Et là, ce début d'année me donne la sensation que ça va débloquer. Ça va décoller. Ouais, je suis un peu comme toi aussi, je le sens bien comme ça. On a l'impression qu'il y a un nouveau vent, un nouvel élan qui revient en 2024, alors que c'est vrai que 2023, c'était un peu en stagnation. Voilà, on ne savait pas trop entreprendre des projets ou pas. Mais là, on a l'impression que les gens ont envie de repartir là, sur quelque chose de nouveau. Donc, ouais, je le ressens. Moi, déjà, je préfère les années en paire. Les années paires. Ouais, t'as 98, Nagano, 2000, champion du monde, 2002, Salt Lake City, les années paires. T'as raison. Bon, alors, on va revenir un petit peu juste à l'origine. Comment, en fait, tu as commencé tout ton parcours sur la danse sur glace, en fait, finalement? Alors, je commence la danse sur glace à l'âge de 4 ans. Parce que ma grande sœur, Sandrine, qui a 2 ans et demi, mon aînée, souhaitait faire du patinage. Mon père était prof d'éducation physique et sportive. Et donc, il nous avait déjà fait faire du ski. À 1 an, j'étais sur les skis. Il nous avait fait faire à tous les deux de la natation. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Et puis, j'allais souvent... et lui, il donnait ses cours au collège. Quand il faisait les cours le week-end, il me demandait de venir à la SUL. Et donc, je faisais les sports avec les grands. Donc, j'avais essayé déjà plein de trucs. Ma sœur voulait faire du patinage. Et ben, on y allait. Toute la famille y est allée un week-end comme ça. On allait essayer. Et puis, il y avait un club qui s'appelait l'Association Neige et Glace des enseignants, qui fait Ange, A-N-G-E, Ange, c'est joli. C'était le signe. C'était le signe. Et donc, on s'inscrit à ce club. Ma sœur et moi, on commence à en faire régulièrement. Et pourquoi ce sport-là plus régulièrement que les autres? Parce que moi, franchement, je préférais le ski à ce moment-là. Mais c'était juste à côté de la maison. La patinoire était à 300 mètres de la maison, donc on y allait à pied, c'était facile. Donc 4 ans, je commence. 8 ans, mon entraîneur, Muriel Boucher, qui était jeune entraîneur, me repère
une patineuse qui s'appelait Marina Morel, qui était du même âge que moi. Et on avait des niveaux semblables. Elle nous a mis ensemble. Et à 8 ans, je commence la danse sur glace en couple et la compétition. Et le piano. Qu'est-ce qui te plaît dans ce sport, foncièrement? Parce que comme tu dis, tu aurais pu faire du ski, mais tu t'as décidé, c'est toi qui as fait le choix. Alors, j'ai pas décidé, c'est comme je disais, on commence à 4 ans, 8 ans, ça se trouve comme ça, c'est pratique parce que c'est juste à côté de la maison. Donc, c'est ce qui prend tout doucement de plus en plus de place. C'est des années plus tard que j'ai compris pourquoi j'avais eu autant de résilience, de patience, de capacité d'investissement dans ce sport. C'est que la danse sur glace en soi, c'est pas ma passion. Cependant, ça réunit mes passions. Mes passions, c'est la musique, c'est les sports, et en particulier les sports de glisse, et la danse. Et donc, du coup, j'avais tout ça dans un seul sport. C'est pour ça que, pour moi, c'était fait pour moi, mais je ne le savais pas au départ. Voilà. La vitesse? La vitesse, la sensation de liberté. Oui. Quand on commence à avoir un certain niveau, parce que c'est ça aussi, c'est très rébarbatif au début, avant de se faire plaisir. C'est pas comme le ski, c'est des années avant de se faire plaisir. C'est pas comme plein d'autres sports d'ailleurs. Ce sport-là, il est très, très, très lent au départ. Alors, c'est quoi les premières étapes, en fait, qui ont façonné cette trajectoire? L'étape majeure, c'est la rencontre avec Marina Morel, ma première partenaire, puisque je vais rester avec cette même partenaire de l'âge de 8 ans jusqu'à 20 ans. Donc, c'est une première collaboration de 12 ans déjà. Et c'est ça qui nous a permis, parce qu'en fait, la durée pour l'existence d'un couple en patinage a beaucoup, beaucoup d'importance. Il faut au moins 5 ans pour qu'un couple puisse vraiment s'exprimer correctement en danse sur glace. Donc cette chance, ça a été qu'on arrive à tenir ensemble et qu'on ait des résultats progressivement avec Marina Morel. Je pense à chaque fois qu'il y a eu un très grand résultat, et ça sera le cas quand on y arrivera dans la discussion à Salt Lake, c'est une validation de tout ce qu'on a fait avant. Je me rappelle une année, je devais être en 3e, je pense. Je me rappelle de cette année-là parce que mon jour de repos, où je ne m'entraînais pas, c'était le vendredi matin. Parce que je m'entraînais le vendredi entre midi et 2. Mais le seul moment où je pouvais dormir, parce que les cours commençaient à 9h et où on ne patinait pas à 6h du matin, parce que même le dimanche, on patinait à 6h du matin, de 6h à 10h, toute l'année. Ça représente combien d'heures à peu près par semaine? L'année olympique, on est à 9 heures d'entraînement par jour, sauf le dimanche. Mais cette année-là, on s'entraînait même le dimanche. Je sais pas, quand on est en 3e... T'avais quoi, 15 ans, quelque chose comme ça? À 15 ans, on devait faire 30 heures d'entraînement par semaine, je pense. Plus l'école. À 15 ans. Voilà. Et donc, à chaque fois qu'on a eu un résultat, voilà. Souvent, on me pose la question, mais t'as jamais eu envie d'arrêter? Mais tous les jours. Mais qu'est-ce qui fait que tu continues alors? Eh ben, ces étapes-là, quand t'as la Marseillaise en Italie pour le tu premier t'accroches à ça, en fait, à ce podium où tu sais que tu vas entendre la Marseillaise, et c'est ta victoire à toi. Alors, il y a ça, il y a ces petits instants de plaisir qui sont quand même très, très intenses, parce qu'on sait que plus la moelle la plus exquise se trouve au cœur de l'os le plus dur. Et donc, c'est ça. Plus ça a été dur pour l'avoir, plus le plaisir, il est intense quand on l'obtient. Mais il y a aussi que c'est un sport qui est tellement riche. La création, la recherche musicale, la chorégraphie, la vitesse, comme tu le disais tout à l'heure, la technique. Et puis, chaque année, on réinvente quelque chose. À chaque fois, on repart de zéro. C'est pas on doit patiner de plus en plus vite et tourner de plus en plus vite, et encore moins que les patineurs artistiques où eux, ils doivent faire plus de tours en l'air dans les sauts. Nous, c'est de la pure création. C'est-à-dire, c'est comme si on était des metteurs en scène de publicité. Il me semble que tu as été plusieurs fois champion d'Europe. On a été 2 fois champion d'Europe. 2 fois champion d'Europe. Donc, ma question, c'est, quand tu es une fois champion d'Europe, qu'est-ce qui fait que tu as envie encore d'aller chercher ce titre-là? Alors déjà, nous, c'est tous les ans. Donc, en fait, c'est un passage obligé. Chaque année, on a les championnats d'Europe. Chaque année, on a les championnats du monde. Et quand on a un objectif olympique, on ne zappe pas ces compétitions-là. Voilà. Donc, en fait, tu vas aller rechercher encore... Est-ce que tu vas rechercher cette médaille pour être champion d'Europe, ou dans ton idée c'est vraiment de te dire je dois passer par cette étape, si je suis champion d'Europe tant mieux, si je le suis pas tant pis? Alors non, c'est pas si je le suis pas tant pis, c'est si tu veux monter en haut d'un escalier de 3 marches, eh ben tu évites de sauter des marches si tu veux pas te prendre les pieds dans le tapis en fait. Donc pour nous c'était très très important, on a eu des exemples sur certaines saisons, c'était très très important de montrer qu'on était infaillible tout au long de la saison. Je dis ça parce que 2001 a été la saison qui nous a... 2000, on a tout gagné. Complètement infaillible.
toutes les compétitions auxquelles on a participé, on a tout gagné. 2001, juste après être champion du monde en 2000, on a fait une erreur à 10 secondes de la fin du programme. On chute à 10 secondes de la fin du programme à Bratislava, je me rappelle encore. Et cette chute nous a pourri toute la saison. On est une discipline qui n'est pas que sur la performance. On doit convaincre un jury, ou on convainc ces personnes. Il faut qu'ils nous sentent forts, sympathiques, il faut qu'ils nous sentent rayonnants. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Il y a de la sympathie et il faut qu'on ait envie de mettre quelqu'un premier. Parce que, comme je le disais, on s'entraîne beaucoup, mais tous. Et les Russes, peut-être, s'entraînaient même encore plus que nous, je ne sais pas. Et donc, la différence, on a un tel niveau, quand on arrive à ce niveau-là de la compétition, la différence, ça devient du subjectif. La technique, elle est quasiment parfaite des deux côtés. S'il n'y a pas d'erreur majeure comme celle qu'on a faite à Bratislava, eh bien, c'est la préférence personnelle de chacun des juges qui va faire qu'on va être devant. C'est pour ça que je fais des conférences là-dessus, sur le fait qu'on a une discipline qui est éminemment commerciale. Nous, chaque année, on crée un nouveau produit et on doit vendre ce produit avec tout ce qu'il y a autour. La publicité, le packaging, le service après-vente, la R&D avant. Je fais des conférences là-dessus aussi. C'est très intéressant parce que c'est pas une discipline de perf. C'est une discipline de vente. Ouais, c'est intéressant. Alors du coup, quand est-ce que tu rencontres Marina ? Quand est-ce que tu changes de partenaire ? Un jour, je reçois une lettre de Marina Anissina qui, elle, patinait avec Ilya Averbuk, son partenaire depuis longtemps aussi, qu'on avait rencontré par 2 fois au championnat du monde junior. Une fois, on les avait battus, une fois, ils nous avaient battus, donc c'était de la vraie concurrence. Et dans sa lettre, avec des fautes de français, c'était assez drôle. Et donc, elle me dit que son partenaire l'a laissé tomber, qu'elle trouve que je suis bon patineur, bon acteur, et qu'elle aimerait patiner avec moi. Alors je suis flatté, quand même, elle est championne du monde junior, je suis flatté, je dis pas mal. Mais bon, je suis fidèle et j'ai une partenaire avec qui je patine depuis 12 ans et comme je te le disais tout à l'heure, on ne crée pas un couple en 3 semaines. C'est 5 ans avant de pouvoir avoir des résultats corrects normalement. Moi, je vais être honnête avec toi. Je pense que je suis pas la seule à avoir pensé ça. J'ai eu l'impression de l'extérieur qu'on vous avait mis ensemble. Je te parle de Marina Anissina et toi, parce qu'il y avait comme une espèce de... Physiquement, le blond avec la rousse, avec ses cheveux flamboyants. On a l'impression que c'était fait exprès, en fait, que vous avez mis vraiment ce duo ensemble pour créer quelque chose un peu différent. Erreur. On a été mis ensemble parce que Marina l'a voulu. D'accord. Et parce que donc elle, c'était son partenaire qui la laisse tomber. Il la laisse tomber parce qu'il veut patiner avec sa petite amie, qui plus tard deviendra sa femme d'ailleurs. Et donc Ilya quitte Marina pour patiner avec Irina. Donc on a un couple russe, Irina et Ilya, qu'on va retrouver en face de nous après. Et donc, elle se retrouve toute seule, bien dégoûtée d'avoir été abandonnée pour une autre. Et donc moi, Marina Morel décide d'arrêter parce que elle avait des blessures, son corps commençait à avoir des difficultés à suivre, et puis elle voulait faire ses études de kiné, et puis son petit copain... Enfin, bon. 3 mois après que j'ai reçu la lettre, Marina Morel arrête. Et du coup, moi, je m'étais toujours dit, si j'arrête avec Marina, j'arrête. Bon, mais on me proposait une Marina, alors. C'est pas grave, on change juste de Marina. Alors du coup, je continue avec Marina. Bon, Marina 2, mais Marina, quoi. Non, franchement, j'aurais bien arrêté, mais quelques jours après l'arrêt de Marina, j'avais du mal à identifier qui j'étais. C'est-à-dire qu'on a fait ça depuis qu'on est tout petit, depuis l'âge de 4 ans. C'est pas qu'on n'a pas envie de faire d'autres choses. C'est que c'est pas seulement une passion, c'est pas notre sport, c'est pas seulement notre vie, c'est notre identité. Et ça, avoir à changer d'identité quand on a 20 ans, j'étais pas prêt. Voilà. J'étais pas prêt. Et donc, on me dit, en plus, si ça se trouve, nouvelle partenaire. Bon, Marina Morel, je la connaissais depuis l'âge de 8 ans. On était un peu... frères et sœurs, un peu à se chamailler tout le temps en plus, ce qui était assez fatigant. Et je me suis dit, si ça se trouve, avec une nouvelle partenaire, ça pourrait bien se passer. Et plus, il y a affinité. Ah bah voyons. Pourquoi pas. Au bout de 15 jours, j'avais déchanté.
Quand tu as ça en tête, est-ce que tu te dis pas aussi à un moment donné, attention de pas mélanger, est-ce que ça va pas créer des conflits si jamais on se met ensemble et qu'en fait on s'entend pas du tout? Alors du coup, j'ai jamais eu à me poser la question parce que il y a jamais eu Ce cette rapprochement. envie, voilà, cette envie. Pour moi, c'est problématique de mélanger les deux. Le couple romantique met en danger et à risque le couple professionnel et inversement. C'est-à-dire comment continuer à patiner avec quelqu'un qui était sa petite amie et à qui on faisait l'amour et on est séparés et on se retrouve à la tenir dans ses bras toute la journée, plus que son autre petite copine, Ouais. si on en a une autre. Surtout s'il y a encore des sentiments, enfin, c'est le supplice de Tantale, quoi. Chaque jour, on t'arrache le foie et il repousse le lendemain. Donc, ça serait super dur. Et même chose au niveau couple professionnel, si on s'aperçoit qu'un des deux patineurs ne progresse pas aussi vite que l'autre et que le coach dit voilà, toi tu vas patiner avec une autre partenaire parce que sinon tu y arriveras jamais. Comment continuer alors qu'on a abandonné sa partenaire dans la vie professionnelle, comment continuer à se voir à la maison et que celui qui n'a pas continué ou qui a pas les meilleurs résultats se retrouve à côté. Enfin, c'est pareil, c'est un supplice, quoi. Mais j'ai pas fini de répondre à ta question de tout à l'heure, du coup, puisque je rajoute toujours des couches. La question était, mais on nous dirait qu'on vous étiez fait pour être ensemble et on vous a mis ensemble parce que moi la j'y ai rousse. cru. Moi j'y ai cru à fond. Alors déjà, Marina, en arrivant en France, elle était pas rousse, première chose. Ce qui est vrai, c'est que quand on a commencé, et ils ont vu que physiquement, ça collait bien. Bah oui. Techniquement, on avait des très, très, très différentes. Au bout de 15 jours, au niveau de nos caractères, moi déjà, j'en pouvais plus. Au bout de 15 jours. Stop. C'est pire qu'avant. Et c'est là que les coachs nous ont dit, écoutez, tous les deux, réfléchissez bien parce que ce qu'on voit, c'est pas des trucs qu'on voit tous les jours. Vous peut-être vous avez des sensations qui sont désagréables, mais vu de l'extérieur, on a vraiment quelque chose qui peut donner quelque chose. Donc du coup, on met notre point dans la poche. Et puis toutes les années qui vont suivre, on s'apprend à travailler ensemble, on apprend à communiquer. Il y a des tensions. C'était difficile. Et on crée un produit. Je parlerai tout à l'heure du côté très commercial de notre discipline. Oui. Moi, j'étais sur les bancs de l'EM par la suite, à cette période-là, et je découvre que on doit créer une marque. La marque Marina Gwendal. Le look de la marque, et qui n'a jamais bougé par la suite, c'est les cheveux longs. Ça commence en 98. Les cheveux longs, Marina roussi, pétant, moi blond. Et du coup, on était identifiable sur n'importe quelle glace du monde, juste du coin de l'œil. Si on avait vu ça bouger dans un coin, on savait que les Français étaient sur la piste. Donc ça, c'était le côté marketing de marque. Et puis derrière, on savait que chaque année, il fallait qu'on fasse une nouvelle chorégraphie qui vienne rajouter à cette marque sans la casser. Et donc, nos créations devaient ressembler à cette marque-là, mais amener quelque chose de nouveau et d'innovant chaque année. Justement, tu parles de création. Bon, là, on a vite avancé. On est déjà avec Marina, tu patines avec, tu essayes quand bien même de t'entendre avec elle, parce qu'on comprend qu'il y a des tensions, c'est compliqué. Bref. Mais alors donc, tu parlais de création, de créer quelque chose de différent. Vous avez, si je ne me trompe, été les premiers à faire le porter, c'est-à-dire que Marina te porte. Ouais. Nous on a appelé ça le porter inversé. Porter inversé. Ça vient de cette notion de création qui avait de la valeur à l'époque, plus autant maintenant avec les nouveaux règlements. Il faut qu'on arrive à trouver des choses qui d'abord répondent au cahier des charges des juges, puisque c'est eux qui nous mettent sur le podium. Et le cahier des charges des juges, c'est surtout de la technique, de la virtuosité, de la vitesse, des choses qui sont pas forcément sexy, pas forcément visibles pour un œil non averti. Nous, ce qu'on voulait aussi, c'est répondre à l'attente du public. Pourquoi répondre à l'attente du public ? Parce que on n'a jamais eu de sponsor, on n'est pas professionnel, et en fait, on finance nos saisons en faisant des galas. Et les galas, on est pris si on est divertissant pour le public. C'est-à-dire que les producteurs qui font des galas, ils vont chercher les gens que le public aime bien. Donc, on répond d'abord aux juges pour être
sur le podium ou pour être les premiers, et aussi faire plaisir au public qui, lui, a un cahier des charges complètement différent. Il veut que ça soit divertissant, il veut que ça soit original, il faut que ça soit impressionnant. Donc, tu es en train de me dire que c'est le public qui a choisi ça pour vous? Alors, il l'a pas choisi. Disons qu'il l'a validé et que les juges n'ont pas pu nous sanctionner pour ça. Je m'explique. On a un livre de règlement qui est épais comme ça et qui change chaque année. Ils en rajoutent, ils en enlèvent. Voilà. Ça change chaque année sur les choses qu'on a le droit de faire, pas faire. On n'a par exemple pas le droit de porter, pour les garçons, d'avoir les mains au-dessus de la tête pour porter les filles, pour pas que ça se confonde avec la discipline de couple artistique où ils font des portées bras tendus au-dessus de la tête. Donc nous, on n'a pas le droit de dépasser le haut de notre crâne quand on porte la fille. Maintenant, par exemple, les filles sont obligées d'avoir des jupettes, ne peuvent pas être en pantalon. Les garçons n'ont pas le droit d'avoir de collants, par exemple, des choses comme ça. Et donc, je lisais toujours les règlements en détail pour pouvoir être sûr qu'on allait faire des choses originales, mais qui n'étaient pas interdites. Et les règlements sont écrits en anglais. Et donc, la partie des portées, ce qu'on appelle les portées, où on en a, à l'époque, on en avait 7 obligatoires dans le programme libre, eh bien, les portées sont définies comme suit, où on dit « the lifting partner and the lifted partner ». Et en anglais, c'est non-genré. Exact. En français, on dirait le partenaire porte la partenaire. Ouais. En anglais, on dit the lifting partner is lifting the lifted partner. Donc vous avez joué là-dessus, en fait. Vous avez joué sur Et on a joué là-dessus. Et donc, on a juste inversé. On a dit, ils pourront pas nous sanctionner. C'est jamais précisé nulle part que c'est le garçon qui doit porter la fille. Et donc, on s'est lancé là-dessus. Ça a très, très bien marché au niveau du public parce que c'était du jamais vu. Et c'est devenu un mouvement signature. Chaque année, on avait un nouveau porté inversé différent, mais c'était la petite griffe qui venait se rajouter à la marque Marina Finissimo. Ouais. D'accord, donc en fait, vous avez construit au fur et à mesure votre duo. C'est, tu vois, moi je savais pas tout ça, c'est génial. C'est pour ça que ça m'a pas surpris, que je le vis aujourd'hui comme une redécouverte. C'est comme créer son entreprise. C'est la même chose. Trouver son produit, trouver son orientation, trouver sa clientèle, savoir répondre à l'attente de sa clientèle et tout en répondant au cahier des charges des distributeurs et juges. Alors, je vais juste avancer sur cette médaille olympique, je pense qui a été historique quand même. Ça faisait combien de temps qu'il n'y avait pas eu de médaille? Alors déjà, c'est la seule, à ce moment-là, quand on l'a, c'est la seule médaille olympique tout sport de glace confondu depuis l'existence de la Fédération française des sports de glace. Donc voilà, donc c'est historique. Totalement historique. Il y avait eu une médaille sur les premiers Jeux d'hiver à Chamonix par des Français, mais pas dans notre discipline. À l'époque, c'était le couple artistique. Et la fédération n'existait pas encore. Donc c'était 70 ans avant nous. Et dans notre discipline, c'était la première médaille. Et depuis l'existence de la Fédé, donc, parce que la Fédé est multisport. Dedans, il y a hockey sur glace, patinage de vitesse, track, curling, bobsleigh, luge, skeleton, tous les sports de glace. Patinage artistique, garçon, fille, danse sur glace et couple artistique. Voilà. Ça fait beaucoup de disciplines. On était les seuls médaillés d'or olympiques. Alors, pour en revenir à cette médaille, quels ont été les principaux défis que toi, je ne parle pas du couple, mais que toi, tu as dû surmonter pour atteindre cette médaille olympique? Les principaux défis, c'était avoir envie de gagner et Marina. Je ne sais pas pourquoi, j'étais persuadée que tu allais me la sortir, celle-là. Ouais. C'était un défi d'avoir envie de gagner? Un vrai défi? Ouais, c'est un vrai défi parce que c'est loin d'être une évidence en fait. C'est loin d'être une évidence. On a tendance à penser que à partir du moment où un sportif fait de la compétition, c'est évident, il en fait parce qu'il veut gagner. Les forces motrices qui poussent un sportif à faire du sport de haut niveau et à donner autant que ça, c'est pas toujours aussi simple. Les forces motrices, ça peut être faire plaisir à ses proches, à ses parents. Ouais. Il y a eu de ça aussi, de faire plaisir à ta famille? Alors oui, il y a eu de ça. Parce qu'il y a eu un investissement aussi de ta famille? Bien sûr, l'investissement des parents est tellement énorme sur le sport français. Sans les parents, on ne peut pas faire du sport en France. C'est impossible. Et oui, d'ailleurs, les premières personnes que je remercie et que je salue devant les journalistes quand j'ai la médaille, c'est mes parents. Ouais. Parce que voilà, les efforts, l'investissement personnel, tant financier
Ça a été nos sponsors pendant des années et des années et des années, quoi. Avant qu'on puisse justement faire des galas et gagner de l'argent. Comme je disais, on n'a jamais eu un seul sponsor de toute notre carrière. Il a fallu que j'accepte vraiment l'idée de gagner. Et je m'explique. J'ai découvert en 99, quand on est vice-champion du monde à Helsinki, derrière les Russes, la raison la plus puissante pour laquelle je faisais ce sport. On est premier sur les premières épreuves. On a 4 épreuves à cette époque-là. Donc, les 2 premières épreuves, on est premier. On est premier à la 3e épreuve, la danse de création, danse originale. Et il reste le libre qui prime sur tout le reste. Le coefficient est le plus fort. Il reste le libre. Et notre libre à cette année-là, c'est L'Homme au masque de fer, un livre que j'adore, qu'on a pratiquement monté tous les deux avec Marina, où on a vraiment investi de nous dedans, qui était très apprécié du public et qui nous a permis d'obtenir lors des championnats d'Europe Standing Ovation et au championnat du monde Standing Ovation. Des trucs de dingue. On n'est pas en France, on n'est pas chez nous, tous les gens sont debout, les Russes sont hués quand ils montent sur le podium pour prendre la première place. Nous, encore à nouveau, quand on monte sur la 2e place, Standing Ovation. Derrière, on est dégoûté quand même, parce qu'on méritait vraiment cette place-là. Il y a eu des magouilles, un juge qui a changé ses notes après intervention du juge arbitre russe. On ne va pas développer là-dedans. Ouais. Et quand on va dans les vestiaires, tous les autres patineurs viennent nous taper dans le dos, viennent nous soutenir, nous disent c'est vous les champions du monde, continuez, c'est évident que c'était vous qui deviez gagner. Les entraîneurs viennent nous voir, même les juges viennent nous voir pour nous dire c'est vous qui avez gagné, surtout vous arrêtez pas, vous méritez ce titre de champion du monde. Et là, on a eu le plus grand nombre de messages par mail, internet, lettres qu'on n'a jamais eu pendant toute la saison qui va suivre pour nous soutenir, pour nous demander de continuer, pour nous couvrir d'amour, de soutien, d'énergie positive. C'était énorme. Et je comprends à ce moment-là pourquoi vraiment je faisais ce sport. C'était pour ça, pour la reconnaissance de ses pairs et le plaisir de faire ça pour le public. Et là, je dis, moi j'ai ce qu'il me faut. Je me serais arrêté là, j'étais champion olympique pour moi. C'était ça qu'il me fallait. Alors Marina, elle, pas du tout. Pour elle, le truc était scandaleux, elle était à la limite de frapper les gens qui disent c'est vous les champions du monde. Elle dit, tu vois bien qu'on n'est pas les champions du monde, on n'est pas sur la première marche. Tu peux pas comprendre ça. Donc non, elle était furieuse, elle était furax, et moi j'étais, après la déception première, j'étais aux anges. C'est un peu comme si tu as la déception où tu es concentré sur aller chercher ce que tu as l'objectif final, d'aller chercher ce que tu as envie d'aller chercher. Et puis finalement, j'ai l'impression que c'est comme tu relèves la tête et tu regardes un peu autour de toi ce qui se passe, l'amour que tu reçois des gens, et tu te dis mais finalement, est-ce que c'est pas ça ? C'est bien plus grand qu'une médaille. C'est 1000 fois plus grand qu'une médaille. C'est-à-dire que jamais de la vie, j'aurais voulu être à la place des Russes avec une médaille d'or et se faire huer en la recevant. Horrible. Enfin, le truc, moi, c'est intéressant parce qu'on a souvent la sensation que les sportifs de haut niveau sont vraiment très concentrés sur leur objectif. C'est un peu short vision. Et il n'y a que ça qui compte. Et souvent de relever la tête pour voir aussi que derrière, il y a des gens, il y a du soutien, il y a de l'amour qui est envoyé. Il y a des croyances aussi qu'on vous envoie en vous disant mais c'est vous qui devez gagner. Je trouve que c'est important quand même à un moment donné parce que tu sais, c'est vrai que les sportifs sont quand même assez, tu vois, c'est... Alors pas tous, et ça dépend des cultures aussi. Ouais, et c'est vrai. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert aussi avec Marina, et je leur remercie beaucoup. On s'est vraiment enrichi de la culture de l'autre. C'est-à-dire qu'elle, quand elle est arrivée en France et qu'elle me voyait sourire à l'entraînement, elle dit « Mais pourquoi tu souris ?» Je dis « Parce que je suis content. » Pourquoi t'es content ? Parce que je me fais plaisir. Elle me dit « Si t'es content et que tu te fais plaisir, c'est que tu t'entraînes pas assez. » Est-ce que tu trouves que Marina a manqué d'authenticité ? Non. Alors, c'est sur certains moments, parce que justement, elle prenait sur elle. Si elle avait dit à tous les journalistes et à tout le monde ce qu'elle pensait, comme elle me le faisait à moi, ça aurait fait du bad buzz partout. On aurait été encore plus populaire, ça c'est sûr, parce qu'elle le retenait. Elle retenait justement parce qu'elle avait cette notion intégrée que on doit rester sympathique pour que les juges aient envie de nous faire gagner. Donc il y avait quand même un footballeur qui est abject, d'accord, qui est imbuvable,
qui traite tout le monde comme de la et on en connaît, à partir du moment où il marque ses buts, où il arrive à fonctionner avec son équipe, que le public le déteste, on s'en fout. Ouais. Et ça ne l'empêchera pas d'avoir une carrière et de gagner. Ouais. Nous, si on est abject, il y a de fortes chances qu'au moment où on devrait nous donner ce qu'on en mérite, on n'ait pas envie de le faire. Donc il y a une image à tenir. Et ça se joue à un petit point, un dixième. Voilà. Et tu l'as pas. T'as eu peur souvent que justement son caractère ou sa façon d'être puisse vous être négatif? Oui. En fait, c'est pour ça que j'étais là et c'est pour ça qu'on a réussi, en fait. T'as C'est-à-dire contrebalancé. que moi, sans Marina, je n'aurais jamais gagné. Elle, sans moi, elle n'aurait jamais gagné. Parce que je venais justement et je lui ai appris à avoir cette notion de marketing, cette notion de communication vers le public, vers le distributeur, cette notion de commerciale en fait. Parce que elle aurait mieux été dans une discipline de performance pure. Parce que c'était que ça qui l'intéressait, c'était le résultat. Mais avec les années, elle a beaucoup évolué, et moi j'ai beaucoup évolué. Et grâce à elle, j'ai appris l'importance de gagner. Parce que c'est bien de vouloir être un Poulidor, pour pouvoir avoir l'amour de tout le monde et tout ça. Et puis parce que quand on est premier, tout le monde veut prendre sa place. C'est celui qu'on déteste, celui qui est premier, c'est la personne à tuer. Et c'est pas une place qui est confortable. Et le public n'a pas la même réaction non plus. Le public, à partir du moment où on a gagné, il pense qu'on est forcément les êtres les plus heureux sur la planète et on ne vient pas nous donner de l'amour, on vient chercher notre secret, on vient chercher de l'énergie, on vient chercher le savoir, et comment vous allez faire? Mais on vient pas nous donner, on vient pas nous encourager pour la saison d'après, alors qu'il faut tout refaire de zéro. C'est pas parce qu'on a été champion du monde en 2000 que ça allait continuer en 2001. Et d'ailleurs, ça n'a pas continué. En 2001, on perd le titre de champion d'Europe et on perd le titre de champion du monde qu'on avait gagné l'année d'avant. Et ça, c'est à la veille des Jeux. Donc là, c'est quoi? C'est remise en question. Là, on repart à zéro. On repart au zéro, tu l'as dit, mais comment on arrive justement à faire face à ces échecs, à ces contre-performances, je veux dire, à rebondir pour aller chercher, parce qu'on sait qu'il y a les Jeux derrière, aller chercher les Jeux. Alors c'est là aussi que c'est très particulier. C'est que oui, on fait une contre-performance au championnat d'Europe, mais on ne fait pas, techniquement parlant, une contre-performance au championnat du monde. C'est-à-dire que notre performance, c'était une performance de champion du monde. Seulement, on était marqué du sceau des championnats d'Europe, de notre faillibilité. Et du coup, ils nous ont pas donné le titre de champion du monde. Ils en ont profité pour donner ce titre aux Italiens qui étaient là depuis longtemps et qui étaient derrière nous et puis qui eux aussi avaient un parcours qui les rendait un peu sympathiques parce qu'ils ont toujours été les deuxièmes jusque-là. Voilà. Donc c'est pas une contre-performance, c'est un contre-résultat. Ouais, je vois la différence. Il y a une différence. Et c'est d'autant plus difficile de se remettre en question. Alors comment vous avez fait? Comment on a fait? On a regardé ça comme une chance. C'est-à-dire que je me rappelle encore, on est deuxième au championnat du monde de 2001. On est deuxième et on est encore sur la glace. Et on avait un agent à ce moment-là qui s'occupait de négocier nos contrats avec les tournées aux États-Unis. Et il vient nous voir, il est tout sourire. Et je sais déjà ce qu'il va nous dire. Et ça va rejoindre ce que je disais tout à l'heure. Il dit, vous venez de gagner la sympathie de tout le monde, vous serez champion olympique. Parce que c'était tellement injuste qu'on ne soit pas champion du monde à ce moment-là, qu'on repassait à la place de celui qui devient sympathique, à qui on a envie de donner de l'énergie, qu'on a envie d'aider, où on se dit, c'est quand même injuste, j'espère qu'ils vont pouvoir récupérer ce qu'ils n'ont pas eu cette année parce qu'ils le méritaient. Tu vois? Ouais, je vois. Et donc du coup, on a dit, c'était pas ça qui était important. Ce qui est important, c'est l'année prochaine et on repart au boulot. Et en plus, pour te dire aussi, c'était presque plus confortable pour nous parce que l'année la plus difficile pour se remettre au boulot a été l'année après le titre de champion du monde à Nice parce que ça avait fait un tel buzz, c'était tellement énorme que ça nous avait pompé toute notre énergie. Les tournées en France qu'on avait faites à cette période-là étaient super dures parce qu'on montait sur piste. On était un des premiers couples, je crois que ça n'avait pas existé avant,
à avoir été champion du monde dans notre pays. Et on faisait une grosse tournée en France. Quand on montait sur piste, chaque soir, les gens mettaient 1 minute avant d'arrêter, d'applaudir et de crier, avant qu'on puisse mettre la musique pour commencer à patiner. Et ben ça met une pression de dingue. C'est-à-dire, avant de faire notre performance, on était applaudis en se disant, j'espère qu'ils vont applaudir autant après. Une pression ou alors ça te porte? Alors, oui, ça porte, mais quand même, ça nous porte avant, mais on n'a encore rien mérité parce que chaque soir, nous, il faut qu'on refasse notre performance, il faut qu'on y arrive parce que c'était dur en plus. Le programme des championnats du monde, c'était Carmina Burana. C'était un programme de dingue au niveau performance physique. Et on le faisait tous les soirs à tous les galas. Tous les soirs, on refaisait la même perf qu'au championnat du monde. Et donc, on savait pas si on allait y arriver, si notre corps il allait tenir aussi longtemps sur toute la tournée. Et ils nous applaudissaient comme si c'était sûr. Ah ouais. Et l'année qui a suivi, 2001, était très dure aussi parce que on avait tout gagné l'année d'avant. Donc les gens avant, les journalistes, vous venez juste cocher votre case, de toute façon vous allez gagner. Et ça c'était super dur en fait. Ouais, c'était super dur à vivre. Et donc on repassait avant les Jeux de Salt Lake, dans une configuration beaucoup plus confortable pour nous, et ben on était à nouveau les outsiders et il fallait remontrer ce dont on était capable. Et ça, on est plus fort à ça que à garder ce qu'on a pu prouver l'année d'avant. Je comprends ce que tu dis quand il y a cette espèce de pression du public qui est involontaire finalement, puisque eux, ce qu'ils veulent, c'est te renvoyer cette joie que tu leur procures et ils sont persuadés que vous allez être de toute façon champion olympique. Moi, je l'ai vécu aussi avec mon mari qui était aussi un athlète olympique. Et c'est vrai que l'année avant les Jeux de Pékin, il avait tout gagné. Tout. Donc c'était évident pour les gens, de toute façon, que tu allais gagner les Jeux. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de pression monumentale, même si tu es porté. Et puis c'est vrai que lui, dans sa tête, c'était « je vais être champion olympique, je vais être champion olympique ». On mangeait champion olympique, on buvait champion olympique, on dormait champion olympique. Enfin, c'était délirant. Et voilà, et arrive l'année des Jeux, grosse pression, je pense. Et bon, il est vice-champion olympique. Bon, écoute, c'était quand même une médaille. Voilà, c'était le petit passage, juste pour dire à quel point je comprends cette pression, parce que c'est pas moi qui l'ai eu, cette pression. Mais comme j'étais à côté, je l'ai ressenti puissance 1000. Donc je me doute pour vous à quel point ça a été. Effectivement, je pense que si on avait été champion du monde en 2001, on aurait peut-être mis beaucoup plus de risques de ne pas être champion olympique derrière. Et ça revient un petit peu à ce que je te disais tout à l'heure sur qu'est-ce que tu ressens quand tu es sur le podium et que ça a marché. Et ben, c'est la validation de tout ce que tu as fait avant, plus et moins. C'est-à-dire les variations du parcours où c'est jamais tout droit. Hein. Et ça te valide ce qui était négatif aussi. Parce que t'es passé par du négatif, ça t'a permis d'arriver là de toute façon. Il y a tout ça en fait qui revient. On va revenir à ce podium olympique qui est un peu différent dans votre discipline. Donc c'est pas un sport où il y a un chrono à la fin et puis tu vois si t'es passé devant ou pas. D'abord avant ça, il y a juste un truc que j'aimerais savoir rapidement. C'est tout au long du programme que vous avez fait, est-ce que tu sens à un moment donné que ça sent bon quoi? Tu vois, là tu te dis ça sent bon pour nous. Est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné un espèce de flow où tu sens que voilà, ça se présente devant toi? Alors, déjà, nous, ça se fait pas en une épreuve, donc on avait gagné toutes les épreuves avant. Donc déjà, ça sentait pas trop mauvais pour nous. Et non, pas pendant. Pourquoi? Parce que expérience de Bratislava, où on tombe à 10 secondes de la fin sur un programme qui faisait 4 minutes 10. 10 secondes. 10 secondes. Et là, on perd tout. Et donc, tant qu'on n'a pas fini, tant que j'ai pas pris Marina dans les bras à la fin, on se disait, tiens bon, lâche pas, et reste concentré jusqu'au bout, jusqu'au salut. Et même pas à la fin de la performance, mais jusqu'au salut qui vient derrière. Donc non, pendant, on savait pas. Et tu as raison, on n'avait aucune idée de ce qui pouvait arriver, parce qu'en plus, on est passé premier des leaders de la compétition. Et derrière, alors qu'on savait qu'on avait fait quelque chose de bien, mais que les juges avaient laissé toute la place au niveau de leurs notes pour mettre les autres devant nous, eh ben, on a dû attendre plus de 45 minutes. Qu'est-ce qui se passe là dans la tête? À prier tous les dieux de la planète.
Qu'est-ce qui se passe Ah dans ben, la je suis devenu le plus croyant des croyants. Moi, je suis pas religieux. C'est pas que je suis athée, mais ouais, je suis pas religieux, on va dire. Ouais, je suis pas religion. Mais là, j'avoue, hein, j'ai prié Ah, j'adore, Allah, je te j'ai vois en train de prié la Sainte prier. Vierge, j'ai prié Jésus-Christ, j'ai prié Bouddha, j'ai prié le Dieu des chaussettes vertes, tout. J'étais impuissant. Et T'es impuissant. j'ai aussi essayé de propulser de l'énergie, de mon énergie, dans l'enceinte de la patinoire. J'ai essayé de pas disparaître. J'ai essayé, parce qu'en 45 minutes, on peut oublier complètement la performance. C'est ça. Eh ben, j'ai essayé de continuer à vibrer, à résonner, à essayer de prendre de la place, quelque chose de virtuel, hein, on n'en sait rien, pour que ça reste ancré dans les cellules des juges, du public, et qu'on ne disparaisse pas. Voilà. J'ai fait tout Vous ce étiez que je ensemble à pouvais. ce moment-là ou vous viviez ça Non, on n'est jamais ensemble avec Marina. Quand on n'est pas sur la glace, on n'est jamais ensemble. Ah Marina, ouais? elle pleurait. Vous êtes même pas soutenu là pendant les 45 minutes? Ah non. Mais non, on fait rien pareil avec Marina et on fait rien ensemble. Ça fait, que je dise pas de bêtises, ben ouais, ça fait plus de 30 ans maintenant qu'on Non patine mais ensemble. On attends. n'a jamais, en plus de 30 ans, on n'a jamais fait un dîner en tête à tête. Quand on n'est Attends. pas sur la glace avec Marina, on est tellement différents on peut pas rester ensemble. Attends, je reviens à ces 45 minutes là. T'es tout seul? Ouais. T'es où? T'es où? Dans les couloirs de la patinoire. T'es tout seul dans les couloirs en train de Ouais. prier. En train de prier et de marcher, de faire les 100 pas. C'est Et délirant. Marina, Marina, elle est dans les vestiaires avec Muriel, je pense, et elle est effondrée, elle pleure. Elle se dit que les notes, ça va pas, c'était pas suffisant, ça marchera jamais. Vous avez le résultat, vous êtes enfin champion olympique. Ouais. Ah bah comment tu l'apprends alors du coup? Parce que c'est un peu par téléphone arabe, c'est-à-dire que c'est vu dans la patinoire, c'est transmis à quelqu'un qui dit c'est bon, qui transmet à un autre et je me demande si c'est pas notre préparateur physique qui me l'a dit ou enfin, quelqu'un du staff qui était là. Ou même, ça. j'ai revu dernièrement Anne-Sophie Christophe qui commentait pour TF1 et elle me dit j'étais à côté de toi quand tu l'as appris, moi j'ai oublié et si ça se trouve c'est elle qui me l'a dit. Je me souviens pas qui me l'a dit, franchement. Alors, il y a des images de ça, mais je crois qu'on voit pas la personne qui le dit ou, tu le sais. Ou comment on le sait. Ou peut-être qu'on le sait par les écrans en dessous, parce qu'il y a des écrans aussi, les journalistes. On est dans la zone mixte, donc les journalistes aussi peuvent voir les résultats. Et donc là, c'est quoi dans ta tête là à ce moment-là? Tu le sais, ça y est, enfin. Yes. Tu sais ce que j'ai dit? J'ai dit we did it comme Laura l'exploratrice. Ok, donc est-ce qu'à ce moment-là, et Marina, elle l'apprend comment? Est-ce que tu vas lui dire? Est-ce que quelqu'un lui dit? Comment ça se... Alors je ne sais pas parce que je n'étais pas avec elle. Je pense que c'est Muriel qui lui a dit. Bon, vous êtes contents tous les deux quand vous vous retrouvez quand même. Ouais, on est content, mais Marina, mais on est épuisés, hein. Épuisés tous les deux. émotionnellement, mais ça doit être... Les 45 minutes ont été 45 minutes de dingue. Parce qu'en plus, ceux qui étaient vraiment dangereux pour nous, et il va falloir, faudra faire attention, il ne faudra pas couper certaines choses que j'ai dites. J'ai dit tout à l'heure, il y a un Verbouk, ancien partenaire de Marina, l'a quitté pour continuer avec Irina Lobacheva. Oui. Ceux qui nous collaient aux fesses pendant toute cette compétition, c'était Ilya Verbouk et Irina Lobacheva. C'était ceux qui étaient vraiment placés pour pouvoir nous battre. Et ils passent dernier de la compétition. Il a fallu qu'on attende la fin de la compétition et que eux soient passés avant de savoir si on avait gagné. Et ils ont fait un sans faute. C'est insupportable. Je crois que les gens se Et sur le podium donc, Marina est devant son ancien partenaire. Gwendal est plus mesuré. Gwendal, ça se voit sur son visage. Il est heureux intérieurement, mais Marina, ça doit être l'extase absolue. Et vraiment, je ne sais pas. Ils embrassent Ilya, dont il faut savoir qu'il est l'ancien partenaire de Marina. Irina Lobacheva, sublime sur le podium. Quelle classe. Et Ilya Verbouk. Ils sont médaillés d'argent olympique. Oui, ils se prennent quand même un peu dans les bras l'un et l'autre. Alors qu'ici, Marina
donc embrasse Monsieur Cinquanta, président de la Fédération internationale. Et Gwendal donc avec la médaille d'or autour du cou. Mais quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur! On est comme après un gros shoot, quoi. On a pris un gros shoot d'adrénaline, de tout ce qui est possible de passer dans le corps à ce moment-là. Et donc, moi, j'ai réussi à faire de la respiration, à me redétendre, à me dire, c'est réel, on est bien là, et profite du moment. Il n'y aura qu'une fois comme ça dans ta vie. On savait que c'était notre dernière compétition. Donc, voilà, mode enregistrement, je suis zen. Je suis là pour profiter. Je suis au cinéma. Ouais, voilà. Là, on sent bien. Ce que je ressens, c'est de la, comme je te disais tout à l'heure, c'est de la validation. Ouais. C'est la validation on a toutes ces heures de travail. Tout est bien qui finit bien. C'est la fin. Et c'est la fin. L'histoire, il y a eu des hauts, des bas, des péripéties, des difficultés, des pleurs, des larmes, tout ce qu'on veut. Mais la fin, elle est belle. The end. Tout le monde sort de la salle avec le sourire. Iha. Voilà. Et donc, moi, je suis épanoui. Voilà. Épanoui. On ressent encore toutes les émotions, tout ça, c'est un truc de fou. C'est ça. Et donc, Marina, elle est aussi épanouie? J'en ai marre. Je suis fatigué. C'était mieux au championnat d'Europe. Je termine quand? Je veux rentrer à la maison. Mais non. C'est ce qu'elle me dit sur le podium. Mais non! J'en ai marre, je suis fatigué, je veux rentrer à la maison. C'était mieux au championnat d'Europe. Mais attends. Marina, sur le podium, elle n'est pas heureuse. Mais est-ce que tu crois c'est parce qu'elle réalise pas ou elle est complètement déconnectée? Elle réalise complètement, mais son down, elle fait un bad trip total, quoi. Elle est. Merde. Et moi, de lui dire, tais-toi, laisse-moi vivre mon moment. Parce que là, c'était trop. À ce moment-là, tu peux pas. J'ai dit, mais écoute, profite. Oh là là. Et donc, je me rappelle Nelson Montfort est en train de commenter ça. On peut voir sur les images aujourd'hui. Hein. Que sont-ils en train de se dire? Parce qu'en plus, l'expression sur mon visage à ce moment-là, on la voit si on voit le podium. Ouais, on mettra les images. Voilà. Marina est en train de me parler et je la regarde. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte ça maintenant? Et elle continue à parler. Je dis, c'est bon, arrête, laisse-moi profiter. et donc, de nous voir parler comme ça, on a parlé pendant un petit moment sur le podium avant que la Marseillaise arrive. Et Nelson de dire, que sont-ils en train de se dire? On sait maintenant. D'amour peut-être. Alors Nelson, tu vois, d'amour peut-être. Comme c'est beau. Complètement à côté de la plaque. Oh merde, tu détruis un mythe là. Oui. Mais comme quoi, on sait jamais ce qui se passe dans les coulisses, on sait jamais ce qui se dit en dehors, voilà, dans les backstage et ce qui se passe. On se fait des films, on se fait une montagne parce que là, elle avait toutes les raisons de se réjouir, comme je le disais. C'est sa vengeance finale, son partenaire qui l'a laissé tomber, qui l'a forcé à s'expatrier en France. Il est à côté sur la 2e place. Sa femme du moment, elle est au plus bas. Et elle est sur le podium. Et plutôt que d'en profiter, de savourer sa victoire, c'est ses victoires. Parce que c'est non seulement la victoire sur la compétition, mais sa victoire sur son passé, sur ce qui lui est arrivé. Et aussi sur les Italiens qui font 3e. Il y avait une concurrence entre les deux, entre la patineuse italienne Barbara Fusarpoli et Marina. Barbara qui nous avait battus l'année d'avant et qui avait regardé Marina de façon, ça y est, maintenant c'est nous. Tu peux oublier. Hein, bon, donc elle avait une victoire totale. Eh ben non. Elle était en mode, je suis pas là où je voudrais être. Wow. Étrange.
Ouais, Ouais. étrange. Ah, c'est étrange. Écoute, peut-être qu'un jour, je sais pas, je l'aurai ici, puis je lui poserai la question. Mais ouais, en tout cas, écoute, Tu vois, on n'en a même jamais rediscuté après c'est vrai? sur pourquoi elle avait eu cette réaction-là. Alors, j'ai ma petite idée, mais Bon, voilà, là, vous êtes champion olympique, tu sais que c'est la fin. T'es content? ouais. Ok. Ah ouais, Plus d'entraînement. pour moi, c'est les vacances. Les C'est vacances. les vacances. Le lendemain, je suis au ski. Alors, pas tout à fait. Parce que c'est ça aussi qui est dur dans notre sport. C'est pas la fin. Parce que derrière, on a le gala des jeux à faire. On est les seuls sportifs qui sont utilisés par le CIO pour faire du pognon derrière. C'est-à-dire qu'ils nous font repatiner pour re-remplir la patinoire une fois de plus et on fait un gala où là, il n'y a pas de compétition, hein, c'est juste, mais D'accord. on doit être encore performant après la compétition. Et puis surtout, on passait à Good Morning America Ouais. à 6h du mat le lendemain matin. Ah oui, Ah après, il y a ouais. les sollicitations et tout ça, là, à Et ouais. gérer. Ah ouais. Ça Ah dure ouais, combien c'est de temps, ça, après? on n'a pas fait la fête, hein. Puis en plus, ça se termine tellement tard le patinage. Quand on est arrivé au Club France, il n'y avait plus personne, hein. Il y avait la famille, on a dîné avec la famille. Et ensuite, tu rentres C'est au village ça aussi, olympique. c'est... Tu rentres au village olympique et il n'y a personne. Mes pires soirées, c'est pour ça que derrière, j'ai une autre mission, tiens, dont on n'a pas parlé. J'ai une autre mission qui était importante. Mes pires soirées de compétition, c'est mes 2 soirées olympiques. Parce que il se passe rien. Les autres sportifs sont concentrés sur leur compétition ou sont déjà repartis. On ne peut pas faire la fête dans le village olympique au risque de gêner les autres de sa team ou des autres teams. Et rien n'était organisé jusque-là pour les athlètes médaillés au Club France. Le Club France, à cette époque-là, était une maison institutionnelle pour les huiles. C'était l'ambassade du sport sous sa forme ambassade. Les politiques, les présidents de fédé, c'était pas la maison des sportifs, pas du tout. Et C'est ça la mission dont tu veux me parler? les jeux qu'on suivi, c'est Athènes. Et moi, on me donne Voilà. une mission parce que je suis allé les voir. J'ai dit, ça ne peut pas durer comme ça. Et j'avais cette mission de faire en sorte que les athlètes médaillés puissent avoir un vrai accueil de sportifs et de glorification par la Maison France avant d'aller faire la fête organisée par Gwendal Oui. par la suite. Et j'ai fait ça pendant des années derrière. Et je me souviens, puisque là encore une fois j'ai parlé de mon histoire personnelle, pour les Jeux de Pékin, ça a été, quand mon mari est devenu vice-champion olympique, il y a eu une espèce de fête. Je sais que c'est toi qui as tout organisé. Il y avait une scène, il y avait Roselyne Bachelot, je me souviens, qui était là Oui. et qui accueillait C'était l'athlète, ministre des Sports à ouais, cette époque-là. qui venait accueillir l'athlète. C'était toute une mise en scène, la musique et tout ça. Enfin, c'était quand même grandiose. La musique qui était interdite au Club France avant ça, hein. C'est Ah moi oui. qui ai convaincu Henri Serrandour de faire venir la musique dans le Club France. Avant, il n'y avait pas de musique dans le Club France. C'est vrai, maintenant que tu me le dis, à Athènes, j'ai pas le souvenir qu'il y ait eu le... Non, il n'y avait les pas de musiques. sono à Athènes. Ouais. Pourtant, à Athènes, c'était quand même une ambiance conviviale, j'ai trouvé. Oui, mais parce qu'en fait, j'avais la capacité, il y avait beaucoup de boîtes autour. On était dans le centre vraiment Ouais, d'Athènes. vivant. Et donc, j'allais négocier chaque soir, les boîtes qui pourraient accueillir les athlètes français. Et voilà, je leur disais, il y aura des médailles et tout ça. Et j'avais zéro moyen, hein. Je devais négocier qu'ils soient mécènes ou sponsors. Et puis, s'ils disaient non, eh ben, les athlètes devaient payer, hein. C'est vachement généreux de ta part parce que t'aurais pu te dire, bah moi j'ai pas vécu ça, bah tant pis pour les autres, voilà, ils vivront ce qu'ils ont Non, à mais vivre. justement, il fallait surtout pas. Je trouvais ça tellement dur et difficile à vivre. Surtout que nous, en patinage, on a des très très belles fêtes en général après des compétitions. Donc, j'adorais les Jeux Olympiques et elles étaient gâchées par une fin en queue de poisson complètement déconnectée du résultat à chaque fois. Et donc, pour moi, c'est très très important. Et donc, je faisais la fête toutes les nuits parce qu'on avait des médailles chaque soir. Je faisais la fête toutes les nuits, mais sans boire une goutte d'alcool, parce qu'en plus, derrière, c'est moi qui étais responsable de les ramener au village olympique. Et donc, je conduisais les minivans pour les ramener au village olympique. Je Franchement, me rappelle très très bien d'ailleurs de la soirée de fête pour Laure Manodou, où son entraîneur de l'époque me dit je te la confie, hein. Et ouais. Et donc, je me rappelle la ramener
Je me rappelle, on était allé au bord de la plage, on était allé se baigner, elle s'était baignée en mer et tout. Et quand on rentre, il doit être 6 heures du matin, elle est assise à côté de moi dans le minibus, elle est sur son téléphone et elle s'endort sur son téléphone. J'ai une photo d'elle avec ses ongles, elle avait les ongles tout peints et tout. J'ai une photo où elle est comme ça, endormie dans le Ah, minibus. génial. Et donc, je la ramène au village olympique. Mais elle avait fait une belle fête avec son frère d'ailleurs qui était là. Son grand frère, pas le petit. Alors, on a quand même l'impression, quand on t'écoute, que tu es quelqu'un qui a de grandes valeurs. Quelles ont été ces valeurs qui ont guidé tes actions, les décisions que tu as prises tout au long de ton parcours? Bah, c'est un peu les valeurs de l'olympisme pour le coup. C'est pour ça que j'aimais bien aussi me retrouver aux Jeux Olympiques, parce que on a un monde un peu plus paillettes et bling-bling dans le patinage. C'est beaucoup plus sport et performance dans l'atmosphère olympique. Et donc, il y a toute cette partie politique chez nous. Ouais. Et donc, mes valeurs, c'est tu dois gagner parce que tu as le meilleur produit, pas parce que tu es allé utiliser de l'influence, où tu serais allé influencer les juges. Et donc, moi, je m'en maintenais à, si on n'a pas gagné, c'est qu'on n'a pas réussi à proposer le meilleur produit. Et c'était vraiment les valeurs de la performance, de la création, de l'originalité. Mais là, tu me parles des valeurs de l'athlète que tu étais. C'est quoi les valeurs de l'homme qui ont fait que ça t'a guidé tout au long de ton parcours? Il y a eu une période, parce que la carrière a été quand même assez longue, il y a eu une période où il y avait beaucoup de gens qui venaient nous voir et puis qui nous disaient « Oh, merci, vous nous faites rêver, oh, vous m'apportez tellement ». Et ça faisait un petit peu l'effet d'une sorte de star system. Et nous, on les voyait chaque année à la sortie de chaque gala et tout. Et on commençait à être, en tout cas pour ma part, un petit peu blasé, à me dire « Mais c'est que du sport, c'est juste de l'entraînement qu'on fait, c'est juste… » Et je comprenais pas ce décalage qu'il y avait entre leur admiration et ce qu'on faisait. Et ça me donnait l'impression que les gens qui venaient dire ça, bah, j'avais un peu envie de dire get a life, quoi. C'est bon, c'est juste du sport. Et puis un jour, je suis allé voir un spectacle de danse et ça a changé ma vie. Ils m'ont tellement ému, ils m'ont apporté, enfin ils m'ont fait changer déjà ma vision de ce que on pouvait ressentir en tant que spectateur. Et j'avais qu'une envie à la fin de ce spectacle, c'est d'aller les voir, de les remercier, de leur dire comment ils avaient changé ma vie, Et je me suis mis à leur place, je me suis dit, je vais pas aller les voir, ils vont me prendre pour un fou. Ou pour un mec qui a pas de vie, quoi. Et je me dis, ah, mais c'est ça que les gens ils ressentent alors. On n'est pas inutile. Et j'ai senti à ce moment-là qu'on faisait quelque chose qui dépassait notre petit ego. On fait ça pour gagner nous, on fait ça pour faire plaisir à nos parents, notre petit cercle. Eh ben non, on était utile. On pouvait être utile et on pouvait inspirer des gens, les inspirer. Parce que des fois, un tout petit truc dans notre vie peut nous faire changer tout le parcours qui va suivre parce qu'on comprend quelque chose, on a une révélation, parce qu'on est inspiré par quelque chose qui ne nous parle même pas en direct. On parle pas, on ne dit pas les choses, mais on montre quelque chose qui peut, comme l'a fait la danse pour moi à ce moment-là, qui peut faire jaillir une petite étincelle ou d'espoir, ou d'envie, ou de compréhension du monde, ou de pourquoi on est là. Et je me suis dit, c'est pas inutile. Mais là, à ce moment-là, j'ai pas d'enfant, j'ai fait ça toute ma vie, j'ai 30 ans. Ouais, pourquoi tu fais ça, quoi? Ben, fais ça pour les gens. Alors, j'ai trouvé 2 bonnes raisons de le faire. Pour Marina, qui avait vraiment besoin de gagner, c'était son truc. Elle avait rêvé depuis qu'elle avait 4 ans, ce qui n'était pas mon cas. Et pour le public, parce que les gens, l'air de rien, eh ben, ils suivaient. Il y en a beaucoup encore aujourd'hui qui me disent, on s'est levé à 3 heures du matin pour vous voir à la télé. Replay, quoi. Bon, je n'avais pas à l'époque, mais... On sent chez toi cette générosité. Tu dégages énormément dans tout ce que tu dis, dans ta façon d'être, cette envie de donner aux autres, d'inspirer les autres. En fait, c'est ce qui me procure le plus de plaisir, un peu comme en 99, quand je vois que les gens, ils se lèvent, je dis, waouh, c'est notre énergie dépensée pendant 4 minutes sur 1800 mètres carrés qui a donné toute cette énergie à toute cette salle. C'était grand à Helsinki. Et ils sont tous debout. C'est-à-dire que s'ils sont debout, c'est qu'il y a une montée d'énergie en eux aussi. Ben ça, c'est magique, quoi. C'est magique. Pour moi, ouais. Là, pour le coup,
ça a quelque chose de vraiment émouvant. Donc Plus qu'une médaille. seul, on avance plus fort et ensemble, on avance plus loin. Ce qui est sûr, c'est qu'on va pas au même endroit ensemble. Comme je le disais, sans Marina, j'aurais jamais fait ce parcours. Sans moi, elle l'aurait pas fait non plus. On est très différents. On a eu du mal à se comprendre. Aujourd'hui, on se comprend sans se parler. On a une telle intimité. Je passerai jamais autant de temps avec une autre femme dans ma vie que j'ai passé avec Marina. On se comprend sans mots, on se connaît très très bien, mais on est tellement différents. On passe zéro temps ensemble en dehors de quand on est sur la glace. Mais on est très très reconnaissant du travail et du temps passé ensemble pour réussir ce qu'on a réussi. On est reconnaissant l'un envers l'autre. Alors aujourd'hui, on va arriver à aujourd'hui, ta passion, ta nouvelle passion, c'est la musique. Yes. Alors c'est pas nouvelle, puisque j'ai commencé le piano à 8 ans, et j'ai toujours continué à faire à pratiquer avec ce que j'avais appris dans les premières années. Mais à la fin de chaque compétition, s'il y avait un piano dans l'hôtel où on était reçu, je finissais au piano avec quelques potes et groupies. Et ouais, je finissais au piano. Et puis, en tournée aux États-Unis après Salt Lake City, j'ai mon super pote, Benjamin Agosto, champion des États-Unis et par la suite vice-champion du monde après nous. On partageait, on est 2 par 2 en chambre pendant 4 mois et demi, on tournait tous les soirs en chambre. Ce qui était dur dans ces tournées, c'est qu'on n'apprend pas grand-chose, on voit toujours les mêmes personnes et on passe notre temps en déplacement ou dans les hôtels ou dans les patinoires. Pour un étudiant de la vie, je finissais, j'avais l'impression d'avoir été dans un frigo pendant 4 mois parce que j'avais rien appris en 4 mois et c'était dur. Du coup, ce jour-là, il arrive avec une petite guitare électrique, Brownsville, je me rappelle. Il la branche sur un tout petit préampli et il branche ça sur ses enceintes iPod. À l'époque, on avait des enceintes iPod, on mettait la tête dessus. Il le branche comme ça et puis commence à jouer. Il jouait super bien. Son père était prof de guitare. Et puis, il me fait essayer sa guitare. Pendant 3 jours, il me montre 2-3 trucs, il me la passe, j'essaye la guitare. Au bout de 3 jours, j'achète tout le même matos que lui. Et pendant 4 mois et demi, j'ai fait 5 heures de guitare par jour. Et tout seul. Ce que je sais faire. T'as appris tout seul. Avec lui. C'est lui qui m'apprenait des trucs. Le soir, il m'apprenait un riff. Le lendemain, dans le bus, avec la guitare, dans le vestiaire à la patinoire, à l'aéroport, même dans l'avion avec la guitare. Ah ouais. Donc c'est comme ça que j'ai appris la guitare et ça m'a ouvert vers un autre monde de la musique qui est beaucoup moins fermé. La guitare, c'est beaucoup plus sociable. On socialise beaucoup plus avec la guitare. C'est vrai. Oui, parce que tu l'emmènes partout. C'est vrai qu'un piano, c'est un peu plus difficile à emmener partout. On peut l'emmener partout. Il y a toujours un ou deux mecs qui savent faire 2-3 accords, qui t'apprennent. Il y a beaucoup plus d'échanges, tout ça. Et puis un jour, je rencontre Michael Jones. C'était une vraie rencontre humaine, pas du tout autour de la musique. On était en train d'ouvrir on était au Sarmentel, qui est l'ouverture des fûts de Beaujolais. On était invités tous les deux, on a été intronisés en même temps. Et c'était une vraie rencontre humaine. Et un jour, il me dit, mais tu joues de la guitare, toi? Je fais, bah ouais. Allez, viens jouer avec moi. Et du coup, il m'a amené à un événement qui est devenu énorme depuis, qui s'appelle Tout le monde chante contre le cancer. Et pour la première fois, je monte sur scène en accompagnant Michael Jones. Même pas en l'accompagnant, on jouait tous les deux à la guitare et on chantait tous les deux. Génial. On a fait Wonderwall ensemble. Et là, il m'a donné le virus de la scène musicale. J'ai trouvé ça fantastique. Et voilà, où j'en suis à mon 3e projet, 3e groupe. J'ai d'abord accompagné un copain en tant que juste guitariste rythmique. Et puis ensuite, il m'a fait faire des chœurs. Et puis ensuite, chanter avec lui. Et puis après, j'ai écrit mes premières chansons. J'ai eu un premier groupe avec les musiciens de Michael Jones qui m'ont accompagné pendant des années. Et puis là, j'en ai un deuxième avec qui ça fonctionne très très bien. Et 2e album déjà. Donc c'est quoi tes prochains objectifs par rapport à la musique? Prochain projet? Alors, mon objectif pour la musique, c'est de la scène. C'est pas devenir connu par la musique, c'est pas vendre des CD. L'important, c'est la scène. Pourquoi? Parce que c'est tellement puissant. Il y a tellement plus de contact avec le public. Quand je disais ce que j'ai vécu à Helsinki, ça a duré 30 secondes et encore, pas plus, peut-être moins même, à la fin d'un programme de 4 minutes. C'est ça le moment d'échange. Là, quand je suis sur scène, je fais 1h30 de concert. Et en plus, c'est mes chansons, c'est moi qui les écris. Donc, je transmets des choses aux gens, des choses que j'ai apprises, des choses que j'ai vécues. Et eux, ils répondent
en même temps, et je peux m'arrêter, je peux parler avec eux, je peux adapter mon spectacle à leurs envies du moment. Est-ce que tu t'es posé la question si c'était pas pour retrouver ces sensations que tu aimais tant la scène, les sensations que tu avais vécues en tant qu'athlète? Alors oui, un peu, c'est pas retrouver, c'est dépasser, hein, parce que vraiment, Ah, c'est dépassé. Ouais. Dans le rapport avec le public, ça dépasse ce que je pouvais vivre en tant que patineur. Parce que, comme je le disais, le patineur, c'est au moment du salut qu'on a vraiment l'échange. Et sinon, c'est très fugace. Pendant qu'on patine, ça va très vite. On n'a pas vraiment le temps d'échanger. Donc, c'est une drogue très puissante, mais très courte. Et on redescend tout de suite derrière. Alors que là, c'est une drogue douce. C'est très lente. Et qui peut durer longtemps, dont on descend aussi plus doucement et c'est beaucoup plus agréable et beaucoup plus puissant aussi. C'est beaucoup plus puissant. On apprend beaucoup plus sur les autres et sur soi-même quand on est sur une scène musicale. Donc oui, il y a une façon de retrouver ça et le public, mais c'est aussi de vivre ma vraie passion pour de vrai. C'est-à-dire que, comme je le disais au début, hein, le patinage n'était pas une passion, la musique, oui. Depuis tout petit, moi, je chante en yaourt dans la voiture, j'ai toujours eu l'oreille, le plaisir que j'avais à jouer au piano, j'avais pas besoin de public pour me faire plaisir. C'est vraiment la passion de la musique. Et puis, je disais tout à l'heure que j'écris un bouquin, j'ai toujours eu envie d'écrire des choses, et la musique, là, vu que j'écris mes chansons, j'ai des choses à dire et je peux les dire et je peux les exprimer sous une forme artistique. C'est magique. C'est magique. Je peux pas dire mieux. C'est top, quoi. Donc ton objectif, c'est de faire que de la scène pour avoir cette... c'est une transmission de cœur, on pourrait dire ça comme ça? Oui, une transmission d'énergie positive. Ouais, c'est une transmission d'énergie positive. J'ai fait un concert privé pour la première fois là, chez une personne qui a invité des gens et qui m'a fait venir. Ce que j'ai comme retour, c'est merci pour cette énergie positive, pour cette transmission de bonne vibe et d'enthousiasme. Ouais, c'est ça, c'est une sorte de... Alors, il y a aussi quelque chose, et c'est ce que je retrouve aussi quand je fais des conférences, c'est je viens de 2 parents qui était dans l'éducation nationale. Et je pense que génétiquement, j'ai besoin de transmettre aussi ce que j'ai appris pendant des années. Et dans mes chansons, la plupart du temps, pas toutes, hein, il y en a qui sont juste pour le divertissement, mais dans mes chansons, souvent, il y a un message derrière, un petit peu, comme je disais tout à l'heure, sur ce qu'on peut essayer de transmettre à nos enfants. Plus de sagesse, plus d'harmonie pour le monde, et il y a un peu de ça dans ce que je mets dans mes chansons. Alors justement, je voudrais juste y revenir, puisque tu as eu 2 enfants quand même. Oui, qui ont... Lila et Chanel. Lila et Chanel, qui ont aujourd'hui 10 et 11. 10 et 11. Comment... alors j'aurais pu poser la question à elle, mais tu vas essayer de me répondre. Comment est-ce qu'elles voient leur papa? Est-ce qu'elles t'ont vu? Elles ont vu les compétitions? Elles ont vu... tout ce que tu as gagné, comment elles te voient? Alors, elles n'ont pas vu parce qu'elles n'étaient pas nées, hein, donc elles n'ont pas vu en direct. Par contre... Est-ce que tu leur as montré à la télé? Moi, je leur ai jamais montré, par exemple. D'accord. C'est-à-dire, j'ai jamais fait de visionnage des cassettes. Ou, leur maman leur ont montré sur YouTube. Sur Internet. Il y a encore plein de vidéos, beaucoup de vidéos de ce qu'on a fait. Donc, elles savent. Elles savent aussi parce qu'elles entendent les gens hein, qui viennent et qui le disent. Et puis elles sont venues sur le plateau de Ninja Warrior. Donc là, on rappelait aussi le passé. Donc elles ont conscience et la notion de la notoriété de leur père. Elles le vivent de façon tout à fait naturelle, sans stress, sans m'en vouloir. Et en profitant un maximum, voilà, elles étaient très contentes de venir à Ninja Warrior. Elles profitent des concerts. Alors Lila, les concerts, c'est une fêtarde. Donc dès que je peux l'emmener sur un concert, c'est la dernière à arrêter de danser. Elle aide les techniciens pour démonter après. Elle est à fond là-dedans. Toutes les deux, elles aiment chanter aussi. Donc, Chanel joue du piano. Voilà, ils sont... Qu'est-ce que tu as envie de... Elles ont essayé le patinage. Ah, voilà. Mais
Mais alors Lila, elle a pas apprécié vraiment. Elle fait de la gym. Et Chanel, elle n'avait pas vraiment la possibilité d'en faire. Du coup, elle fait de la danse classique et de la danse moderne jazz et du karaté. Voilà. Et Lila, elle est vraiment en compétition en gym et ouais, elle assure bien en gym. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de leur transmettre plus? Plus, Ouais, une chose au niveau sportif ou au niveau de la vie? au niveau de la vie. On sait très bien que de toute façon, c'est jamais les parents qui arrivent à transmettre à leurs enfants. Donc du coup, Ça tu sais pas. Ça va rentrer dans une oreille, ça va rester et ça va faire son chemin. ce que j'essaye de leur... Parce qu'elles sont talentueuses, hein, toutes les deux. Naturellement, elles ont des trucs. Donc je leur fais remarquer leur talent. Mais ce que je leur dis, c'est que euh, le talent, c'est un dixième de la réussite ou de ce qu'on peut faire qui aurait une utilité ou qui pourrait être reconnu par les autres. Euh, Ce qui va être important, c'est leur capacité à s'investir, à travailler et surtout à persévérer. Donc c'est ça que j'essaye de leur montrer Persévérance. pour avoir beaucoup de plaisir et pendant et après. Il faut pas laisser tomber, il faut persévérer et il faut savoir que le talent ne suffit pas. J'ai envie de terminer là-dessus parce que c'est beau, ça me va bien. Comment tu te sens là? Au top. Encore mieux que tout à l'heure. Encore mieux que tout à l'heure, tu as fait remonter plein de choses positives. Ah, donc, super, j'adore. Ah, j'adore. Bah, donc, super. Écoute, c'était l'objectif. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. On sent un homme bienveillant, généreux, genuine, qui a envie de, voilà, de transmettre. Je vais rougir. C'est vrai, on t'a découvert vraiment en toute authenticité. Voilà, tu nous as raconté plein de choses, tu nous as dévoilé plein de choses sur toi en tant qu'athlète, sur toi en tant qu'homme. C'est chouette, je trouve. C'est important. Voilà, en tout cas, c'est ce que j'ai envie de transmettre avec cette chaîne. Donc, je te remercie encore une fois d'avoir été le premier et puis d'une longue série. Je te souhaite que le meilleur. Ben, je te remercie. C'est moi qui te remercie pour cette interview qui était très intéressante. Et donc, je m'excuse. Enfin, je te demande de m'excuser d'avoir tant parlé, d'avoir laissé peu de place à l'intervieweuse. Mais cette place, tu l'as bien prise. Et je t'avais dit qu'on reconnaît un bon intervieweur à ce qu'on découvre de soi-même pendant son interview. Et ben merci parce que je peux dire qu'elle était une très bonne intervieweuse et donc continue comme ça va bien se passer. Super. Merci Gwendal. Pour nous, on se retrouve à la prochaine vidéo. Je vous embrasse et à très bientôt. Salut à tous.